Alors, sur ce plateau, j'ai deux invités. Rassurez-vous, il n'y aura pas Roland aujourd'hui sur ce plateau, mais j'ai deux autres invités qui sont également des journalistes et analystes politiques. Il s'agit de Hugues Hector Zongo et de Marc Johannes. Bienvenue à vous. Bonjour Oui. Johannes. Bonjour Carole et bonjour Hugues et bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs du groupe de presse Diaspora FM. Bienvenue sur ce plateau. Hugues. Bonjour Carole. Bonjour Bienvenue. Également aux téléspectateurs. C'est un plaisir de partager le plateau avec vous. Alors, nous allons démarrer par le quotidien Matin Libre qui titre « Affaire d'Anivor, 14 ans sans procès à Lofa à Moussou, les oubliés pénitentiaires ». Alors, je commence par vous. Oui, c'est assez déplorable cette situation dans laquelle on se retrouve puisqu'on est dans un état de droit et la constitution de notre pays est quand même assez claire. Quand vous n'êtes peut-être pas en phase avec les tests de loi de la République, il faut forcément qu'on vous le signifie et que vous puissiez savoir le nombre d'années que vous voulez passer en prison. Maintenant, quand il y a un dossier aussi tendancieux comme celui de la disparition tragique d'Anivor, un compatriote à nous, et qu'il y ait quasiment un silence plateau autour, ça laisse à désirer. Ceux-là aujourd'hui qui sont en train de passer 14 années de vie, qu'on veuille ou non, qu'ils soient des criminels ou non, c'est quand même des citoyens béninois. C'est des gens qui ont des parents. Et ces parents-là vivent une certaine amertume. On dira aussi que ceux qui sont proches à Urbain d'Anivor et même le peuple béninois tout entier regrettent cet acte-là qui a été posé, cette disparition, où à la date d'aujourd'hui, il y a quand même encore du flou autour. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour un état de droit de garder des concitoyens en détention sans pouvoir les juger. Autant les juger et leur permettre de savoir le nombre d'années qu'ils veulent passer en prison. Ça, c'est important pour leur famille. C'est important pour la famille de Urbain d'Anivor aussi, qui d'une manière ou d'une autre se permettra de dire que justice a été rendue. Parce que quand vous laissez des gens en prison pendant un long moment, qui connaît la suite? Peut-être que dans 2 jours, dans 3 jours, on les sortirait et on dirait, bon, qu'il y a un non-lieu. Qui sait? Donc la justice étant quand même un pilier fondamental sur laquelle repose la devise de notre pays, je trouve qu'il est aujourd'hui important que les hommes de droit puissent travailler à clarifier ce dossier. Mieux, vous savez, à l'arrivée du professeur Joseph Diogbenou en tant que président de la Cour constitutionnelle, il y a eu plusieurs dossiers du genre qui ont été vidés, où les détenus qui n'étaient pas jugés dans le temps convenable étaient obligés de saisir la Cour constitutionnelle pour que justice leur soit rendue. Et la Cour a plusieurs fois, au cours d'audiences publiques, permis qu'on comprenne qu'il y a un temps de détention arbitraire et que ce n'est pas en conformité avec notre loi fondamentale. Il n'y a pas à traiter les citoyens en 2 catégories. Nous sommes tous égaux devant la loi. Et donc, par conséquent, je trouve qu'il est important aujourd'hui de pouvoir juger les intéressés et de leur notifier clairement le nombre d'années qu'ils ont à passer en détention préventive. Et au-delà, je trouve aussi que c'est un dossier à caractère politique. Quand on s'intéresse un peu aux différentes déclarations qui ont été faites il y a quelques années par ceux qui se retrouvent aujourd'hui à accompagner le président de la République, Patrice Talon, je veux parler en l'occurrence de Maître Joseph Diogbenou, qui a été un grand juriste, défenseur des droits de l'homme. Quand je m'intéresse par exemple au député Orden Aladatin, qui se retrouve aujourd'hui être un grand pignon de
de la mouvance présidentielle, et même notre actuel président de la République, le président Patrice Talon, quand il était encore dans la posture de candidat, je pense que c'est des dossiers sur lesquels il avait voulu que la République puisse connaître la vérité. Aujourd'hui, qu'il se retrouve à être acteur de la gestion de la chose publique, quelle est leur part de contribution pour que l'on comprenne effectivement ce qui se passe? On me dira, sans aucun doute, qu'on est dans un régime démocratique et donc un régime qui demande la séparation des pouvoirs et que par conséquent, l'exécutif n'a pas à faire injonction à la justice, qui constitue aussi une entité institutionnelle. Mais quoi qu'on dise, c'est des choses qui ne permettent pas qu'on puisse effectivement dire que ceux-là qui ont mené des luttes d'engagement citoyen hier, une fois au pouvoir, ayant abandonné pratiquement tout ce qu'ils avaient dit de par le passé, que ça rentre en ligne de compte d'une bonne gouvernance. Pour moi, ça pose un véritable problème. Et le problème, c'est d'ordre éthique. Ce n'est pas parce que vous vous retrouvez aujourd'hui en tant que gestionnaire de la chose publique que vous ne parviendrez pas à rester ferme par rapport à vos convictions de départ, si effectivement il y avait des convictions. Donc, pour moi, pour me résumer, c'est important de le rappeler que nous avons des concitoyens qui se retrouvent derrière les barreaux et qui ont déjà passé 14 ans sans pouvoir être jugés. Et ce n'est pas aussi une bonne image de la magistrature de notre pays. Nous avons de grands magistrats au Bénin. Je ne pense pas que ces figures-là que je connaisse puissent aujourd'hui accepter que l'on entache la crédibilité de la magistrature parce qu'un dossier aussi sensible est resté sans suite. Alors, Marc, n'est-ce pas parce que ce dossier a un caractère politique que cela dure? Effectivement, j'ai suivi le développement de long en large d'Hector qui a peint en quelque sorte le tableau dans lequel végète notre justice, avec cette lenteur administrative qui ne dit pas son nom, mais qui est liée également à une affaire politique, qui est une affaire d'État. Parce que, rappelons-le, bien que cette affaire spécifiquement soit une affaire d'État, il faut rappeler que bon nombre également de citoyens vivent dans ces genres de situations, où bien sûr leurs dossiers ne sont pas des dossiers d'État, mais pourtant la lenteur administrative au niveau des institutions judiciaires font état à ce que les jugements traînent au niveau des tribunaux. Vous avez vu la sortie du directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin qui avait souligné en tant que nos prisons sont débordées, où on est à plus de 200% de surcharge au niveau de nos centres pénitentiaires. Donc cela montre en quelque sorte que à un moment donné, il y a tellement de lenteur au niveau de l'appareil judiciaire que même les détenus pour des peines, en tout cas, on ne peut pas traiter toutes les peines de légères, mais puisqu'ils sont toujours des présumés coupables, parce que du moment où il n'y a pas encore eu jugement, ça veut dire que ce sont des citoyens qui peuvent encore retrouver leurs droits de façon normale, comme vous et nous, parce que parfois, il y en a même qui sont là de façon injuste, parce que, compte tenu de certaines situations, alors qu'il faut remarquer que notre système judiciaire n'est pas tellement outillé, même au niveau de notre police judiciaire, on n'a pas tellement d'éléments, d'accord, pour pouvoir prouver un certain nombre d'actes criminels qui se posent, par exemple, dans certains pays développés, où il est aisé, par exemple, de pouvoir mener des enquêtes où la police judiciaire et la police scientifique peut, à travers des preuves irréfutables, pouvoir déterminer la culpabilité d'un détenu ou non. Aujourd'hui, ici... Nous avons la police scientifique au Bénin. Oui, on en a. Dans la hiérarchie de notre police, il y a la police scientifique. Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Mais elle n'est pas, parce que dans cette affaire-là, on a suivi cette affaire. Exactement. On a vu les déboires. On a eu affaire des experts de l'extérieur. Mais malgré ça, on n'a rien eu comme information. Oui, c'est pour dire, c'est pour montrer en réalité l'état ou les insuffisances qui se retrouvent au niveau de notre appareil judiciaire. C'est-à-dire en quittant déjà même la police qui doit mener les enquêtes jusqu'à l'appareil judiciaire au niveau des magistrats. C'est-à-dire il y a tellement d'anomalies, il y a tellement de choses à refaire, de flou. Bon, pas forcément de flou, hein, mais je me dis, il manque d'outils. Il manque forcément d'outils et également peut-être de personnel. Mais principalement pour l'affaire d'Anivor, on sait déjà que c'est une affaire purement politique.
Vous vous rappelez, récemment, on a eu à faire rappel de l'affaire ICC Services qui a été jugée dans une précipitation tellement remarquable que toute la population... relayé en direct. Et relayé en direct, de telle sorte que toute la population avait quand même apprécié ce qui avait été fait pour qu'au moins tout ce qui avait été spolié en temps puisse avoir un état quand même de la situation et tout le monde se sent dégagé. Et ceux qui devaient être dédommagés, je ne sais même pas ce qu'il en est jusqu'à aujourd'hui, on ne le sait pas. Donc ça veut dire que pour l'affaire d'Anne-Yvon également, puisque pour l'affaire ICC, il y avait beaucoup de personnalités qui avaient été mêlées à l'affaire et c'est devenu presque une affaire d'État également. Alors pour l'affaire d'Anne-Yvon, si c'est le cas, est-ce que la justice ne devrait pas quand même également accélérer cette procédure-là pour qu'on puisse aller rapidement à un procès équitable pour pouvoir quand même, en tout cas, libérer également les familles des disparus, parce qu'ils attendent que justice soit faite, parce que c'est eux qui sont les plus touchés réellement, qui se disent, mais bon, on est dans quel état finalement? Est-ce qu'on est dans un état de droit où chaque citoyen a vraiment a envie vraiment qu'on lui fasse justice, alors que là, la justice traîne 14 ans, vous imaginez, 14 ans de détention, d'accord, sans avoir un procès, sans avoir un jugement, alors que peut-être que vous auriez pu être innocenté dans cette affaire si effectivement peut-être on arrive à trouver. Alors, vous allez passer inutilement 14 ans en prison. Et je vous rappelle que beaucoup de Béninois vivent ces cas-là. Ça ne se limite pas seulement à l'affaire d'Anne-Yvon. On a eu des coups de gueule de citoyens qui étaient détenus en prison, qui ont saisi par des lettres ouvertes, par des écrits à la Cour constitutionnelle pour pouvoir demander. Et effectivement, on a constaté qu'il y en a à qui même le système pénitentiaire doit encore des années. Parce qu'en réalité, ils ne devaient pas passer assez de temps en prison et ils ont été gardés innocemment pendant une longue période. Je crois que c'est tout un système qui est malade et qu'on doit soigner. D'une affaire à une autre, on parle à présent de l'affaire coup d'État déjoué. L'ex-ministre du Sport, Oswald Omeki, malade à la prison de Misrete. Oui, on se retrouve dans le dossier de complot contre la sûreté de l'État béninois. L'ancien ministre Oswald Omeki, nous l'avons appris au cours de cette semaine qui est terminée qu'il était souffrant ou qu'il serait souffrant. Donc du coup, les premières informations qui ont été partagées sur la toile faisaient état de ce que il a été examiné, donc déplacé au Centre national hospitalier universitaire Poutou-Uguer-Magat. Donc, beaucoup s'attendaient à ce qu'il soit, par exemple, évacué. Et beaucoup se posent aussi la question de savoir, est-ce qu'on ne se retrouve pas dans un simple jeu? Parce que, de par le passé, vous aviez su qu'il y a eu des détenus qui étaient envoyés au CNHU et plus tard, ils se sont évadés. Mais je pense qu'il faut qu'on retourne à un fondamental. Le fondamental, c'est l'esprit d'humanisme. Parce que le regard que nous portons, malheureusement, sur nos détenus au Bénin, ça laisse à désirer. Il ne suffit pas d'être détenu pour perdre systématiquement tous ses droits. Vous êtes certes détenu, mais vous avez le droit à la santé. Et donc, si vous êtes souffrant, l'agence pénitentiaire connaît le mécanisme à mettre en place pour vous permettre de suivre des soins. Il y a tout un système, il y a tout un mécanisme qui est mis en place. Mais dès qu'on dit, par exemple, qu'il y a un détenu qui est souffrant, dans la tête des Béninois, ça ne devrait pas être le cas. C'est comme si la personne pourrait passer tout son temps en prison, être en train de vivre de la peine sans qu'on aille à son secours. Non, le droit à la santé, c'est un autre droit. La personne a peut-être commis des fautes, n'est peut-être pas en phase avec la loi, et donc il y a des sanctions qui lui sont apposées par la justice, dont sa détention préventive, c'est un autre cas. Mais à partir du moment où il y a des médecins qui attestent de ce que l'intéressé
ne se retrouve pas dans de meilleures conditions de santé, il faut pouvoir lui permettre de bénéficier de soins. Et donc, pour moi, qu'est-ce que je voulais dire par là? Pour ceux-là qui aujourd'hui pensent que ce n'est pas une bonne chose de permettre à ce que l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, puisse bénéficier de soins dignes, je trouve que ce n'est pas humain, ce n'est pas humaniste. Nous sommes dans une nation qui prône comme valeur la fraternité. C'est en fait la première valeur sur laquelle repose la devise de notre pays, la fraternité. Et la deuxième valeur, c'est la justice. Si nous voulons qu'il y ait effectivement justice, nous devons pouvoir respecter le droit de chacun par rapport à ce qui lui est dû. Ce n'est pas parce qu'il est aujourd'hui mêlé à un dossier de complot contre la sûreté de l'État qu'une fois souffrant, une fois malade, on ne va pas lui permettre de bénéficier de soins. Non, il faut lui permettre de bénéficier de soins. Encore que le dossier est en instruction et nous ne connaissons pas encore la finalité. Donc, je voudrais dire par là qu'il faut que nous puissions savoir raison garder quand il s'agit de nos compatriotes qui sont détenus. Marc? Bon, il faut dire que l'affaire de la santé de l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, a soulevé moult d'interrogations, pas seulement au niveau de la population, mais également de nos professionnels des médias, parce que il faut dire que, vous l'avez rappelé tantôt, on a eu des détenus qui avaient été gardés au CNHU et qui finalement étaient des détenus, étaient des hommes politiques, d'accord, et qui finalement ont pu s'évader, d'accord, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de mandat d'arrêt international contre eux, et ils vivent ailleurs allègrement. Donc, je pense que pour la santé du ministre Oswald Omeki, pour les informations que j'ai eues, c'est qu'il a pu quand même bénéficier d'une consultation. Au CNHU. Au CNHU. Et quand, après sa consultation, il y avait eu le diagnostic selon lequel il n'était pas malade, d'accord, oui. Et que donc les malaises qu'il sentait n'avaient pas forcément besoin qu'on puisse le garder au CNHU ou qu'on puisse l'hospitaliser. D'accord. Je donne juste un exemple. C'est vrai que notre appareil judiciaire prévoit quand même... Peut-être que c'est les conditions de détention exactement, qui posent problème. Exactement, merci beaucoup, Carole. Justement, parce qu'il n'était pas parce que il n'était pas habitué à rester, voilà, et peut-être à beaucoup bouger, alors que lorsque vous êtes en détention, vous n'êtes plus dans les mêmes conditions que lorsque vous êtes en liberté. Et donc, ça veut dire que votre organisme et votre corps ne pourraient pas répondre totalement de la même façon, comme si vous étiez en liberté. Donc, à des moments donnés, vous allez sentir des malaises, qui ne seront pas forcément des malaises à long terme, mais ce sont des malaises qui peut-être vont permettre à votre corps de s'adapter à ces conditions-là, bien qu'on ne le souhaite pas à quelqu'un. Donc pour moi, je pense que du moment où le médecin, qui est un professionnel de la santé, atteste déjà qu'il n'y a pas gravité, je pense que le problème ne se pose même pas, puisque quand l'affaire est venue immédiatement, les gens se sont dit, déjà que vous constatez qu'au niveau de cette affaire qui touche à la sûreté de l'État, beaucoup se posent la question, est-ce réellement une réelle tentative de coup d'État? Est-ce réel un complot? Donc il y avait beaucoup d'interrogations qui se posaient. Donc on se disait maintenant, est-ce que ce n'est pas dans l'entourage du chef de l'État que tout cela a été organisé? Donc du moment, les citoyens se posaient déjà la question de savoir, est-ce pas un échappatoire que le pouvoir en place est en train même de chercher déjà, d'accord, à l'ancien ministre. Donc, du coup, le médecin, dans son rôle, et également le système pénitentiaire, dans son rôle, a quand même jugé bon de ne pas le garder, mais de l'envoyer aux soins pour qu'on puisse encore aller vérifier si effectivement sa santé n'était pas totalement atteinte. Et comme le médecin a jugé que sa santé n'était pas totalement atteinte, et compte tenu des informations que j'ai eues, c'était parce que il se couchait trop sur un seul côté, et donc il faudrait quand même qu'il puisse varier ses positions lorsqu'il se couche, et peut-être on va lui conseiller peut-être d'autres attitudes à adopter lorsque vous êtes dans de pareils cas, pour qu'il puisse quand même se réadapter à ces nouvelles conditions de vie. Et pour le moment, je dis toujours, il n'est pas encore coupable, donc il peut être libéré d'ici là. Donc il n'y a pas de préjugés à avoir là-dessus. Il faut laisser la justice faire son travail. Et d'ici là, nous aurons en tout cas une décision assez claire par rapport à sa situation. Alors, Hector? Oui, Carole, je voudrais quand même revenir sur un aspect. L'aspect est fondamental parce que ça devient de plus en plus criard.
nos acteurs politiques qui de plus en plus occupent des postes de responsabilité et qui du jour au lendemain se retrouvent en détention préventive. Et dès qu'ils y vont, ils se rendent compte que les conditions ne sont pas, pour la plupart du temps, de meilleures conditions. Et quand ils commencent par en parler, tout le monde se dit « Ah, donc il y a danger ». Je le dis pour dire quoi? Pour signifier qu'il est aujourd'hui important que nous puissions travailler à avoir peut-être un peu plus de maisons de détention préventive, parce que avec le point, les statistiques qui ont été données par le directeur de l'agence pénitentiaire de notre pays, c'est 200%. C'est déjà beaucoup. Donc, ceux qui se retrouvent là-bas, avant que ces acteurs politiques n'y soient, aujourd'hui, on a des cas comme celui de Rekia Madougou, le professeur Joël Aïvor, le ministre Oswald Lomé, il y a bien d'autres cadres de la République qui n'étaient pas du tout habitués à se retrouver dans un certain nombre, on ne parlera pas de confort, mais dans un environnement donné, dans un environnement critique donné. Et donc, on ne sait pas qui demain se retrouverait en détention préventive. Donc, il faudrait qu'on puisse travailler à pouvoir respecter aussi le droit de ces personnes-là qui sont détenues, que ce soit des acteurs politiques ou de simples citoyens lambda, pour qu'on ne dise pas, c'est parce que c'est un ancien ministre qu'on le met dans telles conditions. Il est citoyen ordinaire, il a droit à un minimum, bien qu'il soit en situation préventive de liberté. Donc voilà un peu l'aspect sur lequel je voulais Carole, quand même ça me permet insister. également de rappeler que lorsque vous êtes à des postes de responsabilité où vous avez un pouvoir de décision, par exemple, dans la hiérarchie de l'administration, c'est d'autant plus important aujourd'hui pour vous de militer à ce que même ceux qui sont détenus bénéficient de meilleures conditions parce que vous ne connaissez pas demain. C'est vrai. Demain, vous pouvez vous retrouver dans les mêmes conditions que... La majorité de ces dirigeants Exactement. se retrouvent et d'autres sont carrément en fuite aujourd'hui. Vous avez vu ne pas répondre le cas de... alors que ce sont eux qui avaient en charge cette institution-là à gérer. Donc, si on prend par exemple le cas de Rekia Madougou, elle a été ministre, elle a été garde des Sceaux et ministre de la Justice. Tout à fait. Elle se retrouve aujourd'hui en prison. Jamais imaginer qu'un homme aujourd'hui est en cavale. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas répondre parce que ne sachant pas à quel sens se vouer, ne connaissant pas l'aboutissement de ce dossier, il n'a pas pu répondre à la convocation. Est-ce qu'il est vraiment en cavale? Je ne crois forcément Justement, pas. C'est les informations que nous avons. Je pense bien que le ministre que nomme doit avoir la nationalité française. Beaucoup ne le savent pas, donc on va encore poursuivre les investigations. S'il veut répondre, il serait déjà au pays pour répondre à la convocation. Mais il n'a pas pris ce risque-là. Il n'a pas pris ce risque-là. On ne sait pas. Mais toutefois, pour donner des éclaircissements, mais toujours pour aborder dans votre sens que ce n'est pas des animaux qui sont dans ces lieux pénitentiaires et que les droits de ces gens-là doivent être respectés en leur accordant de meilleures conditions de vie, Entre-temps, sous Yahi, j'ai eu à tourner en reportage, mais on prend pour mesurer l'espace d'un seul prisonnier, c'est avec le papier A4. C'est juste cet espace-là qui est réservé à un détenu. C'est quand même animal. D'autres dorment debout, c'est sadique. Et puis, 10 prisonniers peuvent se mettre ensemble avant de trouver une place pour se coucher. Et c'est grâce à la rotation qu'ils arrivent à fermer l'œil. Les détenus ont vécu ça dans nos prisons. Alors, il est temps que les choses changent enfin parce que c'est ces responsables aujourd'hui qui se retrouvent dans ces positions-là. Et j'espère que ceux qui sont là doivent savoir raison garder et prendre les mesures qu'il faille pour que ces situations soient corrigées dans nos prisons. Nous allons poursuivre pour parler de la politique à présent. Il y a une nouvelle tribune qui titre « Politique au Bénin, talons bientôt un général sans troupes ». Oui, bon, je pense que la nouvelle tribune
Je n'ai pas lu le fond de son analyse, mais c'est vrai qu'avoir l'environnement politique actuel avec certains proches du chef de l'État qui aujourd'hui ne sont plus en sainteté avec lui, alors qu'on sait que ses proches ont beaucoup de soutien parmi les proches du chef de l'État. Lorsque je prends le cas Olivier Bokor aujourd'hui, on sait qu'Olivier Bokor a fait beaucoup d'hommes politiques qui sont autour du chef de l'État. On sait qu'Olivier Bokor a fait beaucoup de ministres, il a fait beaucoup de DG qui sont autour du chef de l'État. Et donc, on se pose la question de savoir, mais vu la situation actuelle, d'accord, où il y a atteinte à la sûreté de l'État, où Olivier Bokor est détenu, le ministre Oba Romain qui est détenu, lui qui est également un grand homme politique dans le Mono et le Koufo peut-être. Donc, on se dit, avec ça, quelles répercussions cela aurait peut-être sur l'environnement immédiat du chef de l'État, politiquement parlant. C'est vrai qu'il y a d'autres ténors politiques qui sont là également, mais vous savez, vers la fin du mandat d'un chef d'État, vers la fin du pouvoir, il y a beaucoup de remue, en tout cas, de beaucoup de choses qui changent et beaucoup de stratégies qui changent, beaucoup d'hommes politiques qui changent. Et on l'a vu avec Boni Yayi, quand Boni Yayi était finissant, vers la fin, on a vu que la majeure partie de ceux qui étaient avec lui se retrouvent aujourd'hui avec le chef d'État actuel. Et donc, on se demande, on se pose la question, est-ce que ce ne sera pas le même virement dès l'approche de 2026 ou bien dès 2026? Donc, ça fait soulever beaucoup d'interrogations où on se demande, peut-être le journal se demande également, est-ce que réellement les troupes que le chef de l'État se dit avoir autour de lui, ce sont réellement des troupes en qui il peut faire confiance? Est-ce que ce sont des hommes en qui il peut réellement faire confiance pour que en 2026, même s'ils ne se représentent pas et qu'ils donnent des instructions, ceux-là vont pouvoir ceux-là vont pouvoir, en tout cas, on n'en sait rien pour le moment, mais est-ce que ceux-là vont pouvoir respecter leur engagement à la longue? C'est pas moi. Les textes ont dit beaucoup de choses qui ont changé dans cette République, qui ont été changées à la dernière minute ou à telle occasion. De toutes les façons, les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Donc pour le moment, je crois à rien. J'attends juste, je suis un Saint Thomas, j'attends de voir et au moment opportun, je pourrai quand même donner mon opinion là-dessus. Mais pour le moment, que ceux qui sont autour du chef de l'État aujourd'hui, est-ce que le chef de l'État est vraiment sûr que ceux-là sont de cœur complètement avec lui, ou bien cette troupe qu'il pense avoir va pouvoir peut-être le lâcher d'ici quelques mois, personne ne le sait. Donc, est-ce une troupe vraiment mobilisée ou bien c'est une troupe virtuelle qu'il a autour de lui? La question reste posée. Oui, c'est une question que la Nouvelle Tribune pose, une très belle question d'ailleurs, et je me dis, est-ce que le chef de l'État avait une troupe? Moi, c'est par là que je vais, je vais commencer. Est-ce que le chef de l'État avait effectivement une troupe? Parce que quand vous regardez un peu l'environnement politique, vous comprenez aisément que des gens qui, hier, s'étaient remis dans des tractations de compromission n'ont plus la possibilité de se prononcer. Ils ne sont plus libres de donner leur point de vue sur le mode de gouvernance du chef de l'État et même de son gouvernement. La raison, elle est toute simple. Si hier, vous avez été là à vous retrouver dans un dossier de compromission et que je sais que à partir de ce dossier-là, je peux vous envoyer devant la justice, vous m'embêtez au cours de la gestion de mon mandat. À la première occasion, je n'hésiterai pas. Je n'hésiterai pas. À frapper. Et comme nos acteurs politiques, pour la plupart, même connaissent qui est Patrice Talon, ils n'osent pas le défier. Ils ont intérêt d'ailleurs parce que ils n'ont pas développé un côté sain. C'est ça en fait ce qui se passe aujourd'hui. Et quand le chef de l'État même, rapprochez-vous de lui, vous dira qu'il n'a pas de troupe. Il ne fait confiance en personne. Le chef de l'État ne fait confiance en personne. Il ne fait confiance qu'à lui-même. Quand vous regardez comment il gère le pays, vous comprenez aisément qu'il ne compte sur personne. La preuve, un chef d'État qui se retrouve pratiquement à la fin de son mandat et dit qu'il n'a besoin de personne pour assurer ses arrières. C'est pour vous dire qu'il n'a pas besoin de vous avant de comprendre le sort qui lui serait destiné. Les gens ne comprennent pas et puis ils pensent un instant que celui qui viendrait le remplacer, la personne systématiquement serait là pour couvrir peut-être ses imperfections sur le plan politique. C'est loin de là. Le chef de l'État ne fait confiance en aucun Béninois, il fait confiance en lui et en lui seul. Parce qu'il connaît ce que représente... Il fait confiance à sa femme.
Oui, bon, sa femme, bien évidemment, c'est sa famille. On fait forcément confiance à sa femme, à ses enfants. Mais je parle en fait, Marc, des acteurs. Des acteurs que là, vous poursuivez l'analyse. Carole, je ne dirai pas ce que vous dites. Poursuivez. Je n'ai rien dit. Mais toujours est-il que, sur le plan politique, à la date d'aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe, on se rend aisément compte que ces acteurs politiques, ils sont en train de singer. Mais on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Le chef de l'État les connaît. Il connaît de quoi ils sont capables. Vous ne vous posez pas la question de ça. Qu'il soit président. Oui, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi, à l'instant où nous nous retrouvons, personne d'eux n'a pu faire de déclaration de soutien à Olivier Boko. Et pourtant, c'était des acteurs qui se retrouvaient hier avec lui, sans aucun doute, parce qu'il les aurait promus à des postes de responsabilité. Parce que quand on écoute un peu l'environnement de la mouvance présidentielle, on se rend compte que c'était quelqu'un en qui le chef de l'État avait vraiment laissé la main libre pour qu'il puisse faire les positionnements stratégiques, que ce soit les directeurs généraux, que ce soit les ministres de la République. Il lui laissait la possibilité de le faire. Quelqu'un qui a continué de gérer vos entreprises. Vous pouvez quand même mesurer le lien qu'il y a entre cette personne et vous. Et mais, quand quelqu'un du genre se retrouve dans un dossier de complot contre la sûreté de l'État et qu'il y a de petits mouvements qui sortent par poignée de main pour dire « libérez Olivier Boko, ne faites pas ci, ne faites pas ça », les vrais acteurs politiques qui auraient pu se prononcer là, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Ils ne le font pas parce qu'ils connaissent le chef de l'État. Ils savent qu'on ne s'amuse pas avec le chef de l'État. Ils savent qu'on ne fait pas du chantage à Patrice Talon. Ils ont toujours développé ce mauvais côté-là et qui fait que de tout temps, dès qu'il y a un petit dossier, on fait du chantage politique et puis les populations, malheureusement, ne comprenant pas ce qu'on appelle les intérêts politiques, s'infiltrent dedans et par finir, on n'a plus de suite. Aujourd'hui, vous avez vu le silence qu'il y a autour. La justice, elle est sereine, elle est en train de travailler et peut-être dans quelques semaines, nous aurons une idée claire de ce qui s'est effectivement passé. Donc pour moi, je me dis, il faut d'abord qu'il y ait une troupe avant d'espérer ou de penser un instant que le président se retrouverait sans troupe. Il n'a jamais eu de troupe. Il a toujours avancé en fonction de la vision qu'il porte pour son mode de gouvernance. Vous n'avez pas vu les différentes réformes qu'il a eu à mener. La réforme du système partisan, par exemple. Combien d'acteurs politiques vous avez vu qui aient pu lui tenir tête? Il n'y en a quasiment pas. Tous se sont alliés parce qu'ils savent que dès que le chef de l'État prend la décision d'aller au bout de quelque chose, il est jusqu'au boutiste dans toute sa démarche. Il peut commettre l'acte et après se rendre compte qu'il y a eu des imperfections et chercher par des stratégies pour les corriger. Mais dès qu'il prend la décision, il est jusqu'au boutiste et rien ne l'empêche d'avancer. Vous avez vu les sorties de la conférence épiscopale du Bénin. Quand on parle de la conférence épiscopale du Bénin, tous les chefs d'État qui sont passés savent quand même le poids que cette institution-là joue dans notre pays. Le rôle surtout que les évêques du Bénin jouent. Le maintien de la paix et de la cohésion sociale. Mais vous connaissez la posture du président de la République par rapport à la conférence épiscopale. Il demande aux religieux de rester au niveau de leur paroisse et de faire ce qui leur revient de droit. Lui, en tant que politique, en tant que président de la République, il a une vision, il a un calendrier qu'il met en application. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous vous calmez. Dès qu'il aurait fini son mandat, si vous avez envie de faire venir quelqu'un, vous travaillez entre vous à faire venir la personne par je vais dire, le suffrage de chaque citoyen. Donc pour moi, parler de général sans troupe, c'est un général qui n'a jamais eu de troupe. Il est figé par rapport à ce qu'il a dans la tête et puis il fonce droit. On espère que ce sera pour le bien-être de tous les Béninois. Société à présent, il y a le quotidien Le Patriote qui nous fait le
point des cas d'insécurité et de leur impact, de leurs conséquences. Le bilan est quand même assez lourd. On parle de 12 morts en 2 semaines, insécurité grandissante au Bénin, terreur et inquiétude. Oui, c'est vrai. Il faut remarquer que récemment, nous avons eu des cas, je me rappelle des cas d'Apromisrété, de Dangbo, de Calavi, du Nord, où ce qui est même frappant dans ces cas, c'est que l'on voit des citoyens qui ont été criblés de balles. D'accord, qui ont été criblés de balles. Et ce n'est pas des décès peut-être qui datent de très très longtemps, c'est qu'ils ont été tués récemment, c'est-à-dire dans les 24 heures ou 48 heures ou plus. Et juste là, le silence radio de la police. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Parce que ces actes ont été très répétitifs. Ça s'est produit dans des intervalles, vous avez vu, en 2 semaines. En 2 semaines, on a eu autant de morts. D'autres ont été tués. La plupart du temps, ils ont été tués dans des champs, au bord des voies, d'accord. Et on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui a milité en cela? Tout à l'heure, dans votre développement ou dans nos interrogations, l'on demandait, est-ce qu'on a de police scientifique? Je vous dis, on a de police scientifique, mais on ne sent même pas s'il y a de police scientifique. Parce que moi, je me dis, pour ces cas de décès, ou ces cas de gens qui ont été tués, la police est en mesure normalement de mener des enquêtes et de venir publiquement, par le biais de son porte-parole, nous dire en réalité qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que ce sont des criminels? Est-ce que ce sont des citoyens qui ont été kidnappés? C'est dans quel cas ceux-là ont été abattus? Les balles qui les ont tués, les balles-là proviennent de quel type d'armes? Est-ce que ça provient d'un AKM, d'un pistolet automatique, d'un fusil à pompe? C'est-à-dire autant d'interrogations qui pourraient quand même élucider quand même un certain nombre de choses pour qu'on puisse savoir d'où le mal vient. Et qui sont peut-être, en tout cas, ceux qui sont à la base de ces exécutions qu'on constate un peu partout. Aujourd'hui, maintenant, la psychose est un peu générale au sein de la population, où on se dit aujourd'hui, maintenant, c'est facile que l'on puisse venir kidnapper les gens et quelques jours après, vous les retrouvez morts. Je vous rappelle que récemment, pour le cas qui s'est produit non loin de nous, à Kachatola, c'était que l'intéressé était dans son bar et on est venu le chercher, des individus étaient venus le chercher dans un véhicule, ils sont partis et des jours après, on a vu qu'ils ont été fusillés dans une forêt ou dans une brousse quelque part. Et beaucoup d'autres cas également, c'était le cas. Pour le cas d'Adja, il paraît que le jeune homme, il est sorti de chez lui, il a dit à sa femme, il revient rapidement, quelqu'un l'a appelé, il est allé là-bas. Après, il a disparu, on vient demander au gérant du bar, on n'arrive même pas à retrouver ses traces. Le gérant du bar, qui était censé répondre à leurs questions, a disparu aussi en temps. Donc, ça soulève un certain nombre d'interrogations auxquelles, normalement, si on est dans un état sérieux, la police déjà devait quand même sortir pour nous éclairer, pour nous dire, OK, on a eu tel cas à tel endroit, c'était lié à telle affaire, mais juste là, ou bien peut-être les enquêtes sont en cours et qu'on n'a pas encore d'éléments probants pouvant nous permettre quand même de situer les responsabilités ou de voir qui sont à la base. Est-ce qu'ils ont été tués par des terroristes? Personne ne le sait. Est-ce qu'ils ont été tués par... ils font partie peut-être d'un gang où ils se sont liquidés entre eux? Personne ne le sait. Ou bien est-ce que... en tout cas, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup d'interrogations. Et je pense que même si les enquêtes n'aboutissaient même pas totalement, il urge quand même que la police vienne rassurer les citoyens d'accord, pour leur expliquer en quelque sorte les causes et également leur dire que les enquêtes sont en cours et donc il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas, en tout cas, d'inquiétude à se faire parce que si on peut venir enlever un individu non loin de chez vous, à côté, et que la population était là, mais ne pouvait rien faire, et les gens sont partis comme ça, et quelque temps, on voit que ceux-là sont fusillés, je pense qu'il y a question à s'interroger et à avoir peur. Voilà. Je voudrais commencer par dire que nous sommes... Je vais rassurer Marc, nous sommes dans un état sérieux, Marc. Je voudrais le rassurer, nous sommes dans un état sérieux. Et je voudrais aussi dire que nous n'allons pas être alarmistes. Nous n'allons pas être alarmistes. Ce qui se vit ces dernières semaines, c'est vrai que c'est déplorable. Mais commençons par féliciter nos forces de
défense Ça fait nationale. peur, vous n'en aimez pas moins que ça fait peur. Oui, commençons par féliciter nos forces de défense nationale et de sécurité publique qui font énormément pour notre pays. Vous savez, on est en train de tendre vers une période assez sensible, la période des fêtes de fin d'année. Et à la période des fêtes de fin d'année, c'est comme ça qu'on entend différentes sortes de... Une recrudescence. Voilà, des cas d'insécurité. Voilà. Moi, j'aurais été heureux qu'à la place de la une, au lieu qu'on mette la photo du directeur général de la police républicaine. Mais c'est le premier responsable. Oui, au lieu qu'on mette sa photo, qu'on mette la photo des 12 millions de Béninois là. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, nous sommes autant que nous sommes les premiers acteurs de la sécurité de ce pays. Et c'est ce à quoi nous devons le plus travailler aujourd'hui. Permettre à chaque citoyen de pouvoir se dire, c'est moi qui assure la sécurité du reste de mes compatriotes. J'assure d'abord ma sécurité et j'assure la sécurité des autres également. Il y a peut-être un truc que la police ne fait pas aujourd'hui et qui pourrait nous aider, surtout pendant cette période. C'est pourquoi pas, à travers le ministère de l'Intérieur, de signer un petit contrat de communication avec tout ce que nous avons comme station de radio communautaire, radio commerciale, chaîne de télévision, même les web TV. Signer un contrat avec ces organismes de communication et mettre à disposition, au niveau de chaque commune, le contact soit du commissaire ou le contact fixe du commissariat. Je vous assure que ça va aider notre pays. Parce que l'on est peut-être venu chercher un concitoyen à côté de moi avec des armes. J'ai envie d'appeler la police pour dire il y a eu tel acte posé dans notre localité tout de suite. Mais je n'ai pas le contact, je ne connais pas le numéro. Comment est-ce que je peux assurer la sécurité de ce compatriote-là qu'on est venu chercher devant moi? On est venu le chercher avec des armes en main. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne peux pas riposter parce que si je riposte tout de suite, tout en étant conscient que ce n'est pas la police qui est venue le chercher, tout en étant conscient que ce n'est pas des militaires de notre pays qui sont venus le chercher, tout en étant conscient que ce n'est pas une unité spécialisée de la police qui est venue le chercher, je ne peux pas riposter. Parce que si je riposte tout de suite, on risque de m'abattre. Et donc, dès qu'ils viennent de quitter, j'ai déjà identifié le numéro du véhicule, même si c'est un faux numéro, c'est une fausse immatriculation qu'ils ont pu mettre. Je connais déjà la marque du véhicule, je connais la couleur du véhicule. Le simple fait de connaître le numéro du commissariat de police, d'appeler pour dire, attention, il y a eu dans notre localité telle chose qui s'est passée. Le système de renseignement sait comment fonctionner pour rapidement mettre la main sur ces individus-là. Donc pour moi, ce qui se passe actuellement, c'est plus un problème de communication entre les forces de sécurité publique et les populations, les citoyens que nous sommes. Nous devons travailler à la coproduction de la sécurité. C'est très important. Nous ne devons plus continuer par dire c'est la police qui ne fait pas son travail. Parce que la police, oui, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille qui abandonnent aussi leurs enfants à la maison pour assurer la sécurité. On me dira sans doute, ils sont payés pour ça. Mais combien on leur paye? Combien la République leur paye convenablement? Ils font énormément de sacrifices. Celui qui est chef de quartier, celui qui est chef de village, quel est le travail d'investigation qu'il fait dans sa localité pour se dire, oui, il y a une nouvelle tête qui vient de se retrouver dans mon quartier. Cette personne-là, qui est-elle? Les personnes qui viennent commettre ces forfaits-là vivent quand même dans une maison. Ces personnes-là, peut-être, restent dans une maison pendant 1 semaine, 2 semaines pour être un peu imprégnées de l'environnement socio-communautaire, complètement leur forfait avant de passer à l'acte. Celui qui leur a loué la maison, là, s'il est effectivement un compatriote, il doit pouvoir se dire, mais celui à qui j'ai loué, s'il a l'habitude de louer peut-être sa chambre à 50 000 francs et qu'on vient lui proposer 200 000 francs pour un court séjour, peut-être d'1 semaine, il doit commencer par se poser des questions.
Et normalement, dès qu'il reçoit de nouvelles personnes en location, il doit tenir informé le chef de quartier ou le chef du village. Voilà des actes élémentaires que chaque citoyen doit pouvoir poser pendant cette période. Pour contribuer à la pérennisation de la sécurité. C'est ça, c'est très important. C'est très important. Oui. Alors, nous allons terminer rapidement sur un sujet abordé par le quotidien Palmarès qui parle de la date limite pour le retrait des titres d'immatriculation. C'est le 31 octobre 2024. Oui, je vois que, bon, il faut rappeler qu'à plusieurs reprises, l'ANAT a rappelé les usagers pour qu'ils passent quand même retirer leur plaque d'immatriculation. Et il faut remarquer que beaucoup de plaques d'immatriculation restent encore au niveau de l'ANAT et qu'il faut quand même les vider parce qu'il y a d'autres demandes qui sont forcément en cours et qu'il faut satisfaire. Alors que les citoyens, si vous faites une demande de plaque, vous devez venir les chercher. Donc, il faut remarquer que beaucoup, en temps par le passé, c'est qu'il y avait d'afflux et ce n'était pas totalement décentralisé. Ce qui fait que parfois, pour aller chercher, il faut perdre des heures. Des heures, pratiquement la journée avant d'aller chercher. Et à un moment donné, je pense que l'ANAT avait décentralisé. À un moment donné, pour que les gens aillent, surtout pour les communes qui sont un peu éloignées. Mais pour Cotonou et Calavi et environ, je pense qu'il faut forcément aller à l'ANAT vers Akpakpa là-bas pour pouvoir aller chercher. Je pense que c'est le moment pour les citoyens s'ils ont le temps. Et il ne faut pas oublier également les démarcheurs qui sont là à soutirer les sous, de l'argent aux citoyens, de telle sorte que même pour aller chercher votre plaque, on serait obligé de vous demander de donner forcément des sous d'abord avant de pouvoir. Je pense qu'il y a eu beaucoup de nettoyage au niveau de l'ANAT ces derniers mois-ci. Vous avez constaté où il y a eu beaucoup d'arrestations également qui étaient liées quand même à des malversations au niveau de l'ANAT. Je pense que tous ces problèmes ont été déjà régulés et que les citoyens qu'ils aillent chercher leur plaque en attendant également que ceux qui sont en train de faire de nouvelles demandes également puissent être satisfaits. Encore que l'ANAT, si je ne me trompe, a innové. On peut demander la plaque en ligne. Oui, effectivement. Donc, ça met un terme à tout ce système de fraude mis en place. Effectivement, pour aller physiquement, c'est qu'il faut un certain nombre de formalités que vous pouvez remplir déjà en ligne. Et ça vous facilite la tâche d'aller faire facilement votre retrait. Oui, je pense que c'est des innovations de la Direction générale des impôts qui travaillent à ce que toutes les structures étatiques aujourd'hui puissent faire formaliser tout ce qu'il y a comme actes administratifs en ligne. Donc, il y a l'unicité de caisse, donc de régie. Et moi, je voudrais dire un truc assez simple. On ne va pas continuer par demander aux gens de venir rechercher leur plaque tout le temps. Parce que voilà un acte qui facilite la sécurité du pays. Voilà. Quand vous vous retrouvez avec un engin sans immatriculation, c'est un problème d'insécurité. Parce que dès que la personne commet un accident, la personne est sur une moto et renverse peut-être un enfant. La moto est sans plaque et la personne a fui. Comment on pourrait faire pour retrouver la personne qui était sur cette moto? Identifier déjà la moto. Identifier déjà la moto. Si la moto portait une plaque, une immatriculation, mais c'est aussi simple. Il suffit seulement qu'on retienne l'immatriculation, qu'on remonte l'information à la police. Et la police sait que telle moto appartient à telle personne. Et la suite de la procédure va se faire. Maintenant, pour régler ce problème, c'est aussi simple. La Direction générale des impôts n'a qu'à innover. Nouer un partenariat avec les services GSM, que ce soit MTN, Move, Celtis et autres. Et dès que l'on vous donne une période pour que vous puissiez venir chercher votre plaque, si votre plaque reste là 3 mois peut-être après, on vous défalque 1000 francs par jour ou bien par semaine. On a instauré une pénalité. On instaure une pénalité. Dès que vous ne recherchez pas votre plaque, une semaine après, on vous défalque peut-être 1000 francs ou peut-être 2000 francs. Et on vous le comptabilise. Mais en le comptabilisant, on ne vous laisse pas venir payer. On vous le défalque à partir de votre mobile money. Et avec un reçu systématique qu'on vous renvoie. C'est des choses qui vont nous permettre de nous discipliner un peu. Parce qu'il ne suffit pas... Vous allez voir, quand la police rentrera maintenant encore en ligne de répression pour dire il faut qu'on vérifie maintenant les plaques, vous aurez un embouteillage terrible. Alors que
chaque citoyen serait tenu d'aller chercher simplement la plaque que lui-même, délibérément, il est allé demander au niveau de l'administration publique, mettre sa plaque sur sa moto et être plus en sécurité. Merci à vous, Hector. Merci, Marc, Johannes, pour toutes ces précisions apportées. Je rappelle tout simplement que les Béninois ont jusqu'au 31 octobre prochain pour retirer leur plaque d'immatriculation.